Bienvenue sur Work in Process, le podcast dédié aux entrepreneurs qui veulent bosser moins mais mieux en ayant une croissance pérenne. Alors, si vous voulez allier croissance et sérénité, performance et flexibilité, abonnez-vous. Ce podcast va devenir votre outil préféré. Je suis Marine Aubaré, business designer. Ma passion ? Décortiquer vos problèmes et vous proposer des solutions innovantes et performantes. Bienvenue dans l'aventure. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode invité de Work in Process. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir sur le fauteuil des invités Victor Pelletier. Salut Victor, comment vas-tu ? Salut Marine, ça va super, très content d'être là. Très contente de t'avoir aussi. Est-ce que tu peux nous dire où tu es à l'heure actuelle ? Yes, carrément, écoute, je me trouve à Bali, ça fait un peu cliché, ouais, je suis à Bali en ce moment, à Canggu précisément, la ville un peu capitale des digital nomades à Bali. C'est génial et c'est justement pour ça en fait que je te fais venir sur le podcast parce que j'ai envie de comprendre comment on peut s'organiser finalement en tant que digital nomade. Mais avant ça, il y a forcément des personnes qui ne te connaissent pas dans les auditeurs, donc je te présente. Tu es un copywriter freelance, t'as aussi ton podcast Copywriting Game dans lequel on a fait un épisode commun très cool d'ailleurs, et tu Et es oui, bien évidemment digital nomade. Donc toi, ton job, c'est d'écrire des posts LinkedIn pour les CEO et de booster les conversions de tes clients en rédigeant des contenus qui font vendre. Tu peux bosser d'où tu veux et t'as vécu en Turquie, en Australie et là maintenant, t'es à Bali du coup. exactement, très très bon résumé, c'est exactement ça. Alors la première question que j'ai envie de te poser Victor, c'est pourquoi avoir fait le choix d'être digital nomade ? Qu'est-ce qui t'a happé dans ce mode de fonctionnement ? J'avais vraiment cette envie de voyager et j'ai rapidement compris que si je prenais un job en salarié, ça allait être plus compliqué pour moi d'être libre géographiquement. Donc naturellement, je me suis déjà orienté vers la voie freelance et suite à ça, quand on est copywriter, c'est assez facile de pouvoir travailler en asynchrone et à distance puisque on n'a pas forcément besoin d'être dans le même espace que son client. Donc, le job me permettait de faire ça. Donc, je me suis donné à peu près un an pour être à l'aise financièrement pour pouvoir voyager. Et donc, un an après m'être lancé, je suis parti, j'ai switché un peu sur ce mode digital nomade. J'avais fait un premier test en Turquie et après, là, j'ai enchaîné avec l'Australie et Bali maintenant. C'est génial. Et pour la petite confidence, moi, c'est quelque chose qui m'intéressait énormément aussi il y a quelques temps de ça. Mais la vie a fait que j'ai rencontré quelqu'un qui fait que maintenant, je peux pas trop être digital nomade. Mais en tout cas, je trouve que c'est un fonctionnement qui est hyper intéressant. Et justement, on va le décrypter tous les deux. Alors, la première chose à faire, il me semble, en tout cas de mon côté, quand je pars en voyage, c'est que j'organise, je prépare mon voyage. Et je me doute qu'en tant que digital nomade, ça doit être la même chose, non ? Ouais, exactement, c'est ça. On va pouvoir parler un peu de tout ça. C'est la première fois que je passe dans un podcast pour parler de digital nomade, donc très content de le faire avec toi, Marine. Et il y a des très bons côtés, comme tu dis. Il y a aussi des côtés plus négatifs, donc on va pouvoir parler de tout ça. Mais effectivement, la première chose, c'est de préparer son voyage. Et c'est comme tout projet, hein, ça s'anticipe, hein. On n'est pas des touristes qui partent en freestyle pour une semaine. Si tu pars pour plusieurs mois, tu as besoin d'anticiper un minimum. Donc, donc oui, par exemple, là, je suis parti pour 6 mois minimum. Donc, j'ai fait 3 mois en Australie. Et là, ça fait bientôt 2 mois que je suis à Bali et je compte rester encore plusieurs mois. Donc, quand tu pars déjà pour plus de 6 mois hors de France, tu dois anticiper pas mal de choses. Donc, la liste est longue. Tu veux que je te fasse un peu la liste des éléments qu'on doit préparer? Tu peux nous faire la liste, on notera ça dans la description de l'épisode. Ça marche. Et déjà, en fonction de là où tu vas, il y a toujours des histoires de visa. Donc c'est la première chose à se renseigner parce que ça change en fonction des pays et c'est surtout un truc qu'il faut prendre bien à l'avance. Ça dépend des pays, mais par exemple pour l'Australie, il faut faire sa demande plusieurs semaines à l'avance. Bali, c'est un peu exceptionnel vu que t'as beaucoup de touristes qui viennent à Bali, donc ils ont mis en place une espèce de procédure comme quoi tu peux débarquer à l'aéroport et choper ton visa de 30 jours directement en arrivant, même en n'ayant fait aucune démarche avant. Mais moi, par exemple, pour continuer sur l'exemple de Bali, je voulais pas m'embêter à devoir sortir au bout de 30 jours du pays. Donc, j'ai repéré un autre visa qui est un peu un visa pour les digital nomades qui permet de rester facilement 2 mois
et puis s'en sortir, donc sans faire de visa run. Il y en a beaucoup qui font ça. En gros, c'est pour expliquer, je sais pas si ça parle à tout le monde, les visa run, c'est quand tu t'es expatrié ou tu as bougé dans un pays étranger et tu veux rester plus longtemps que la date du visa. Tu fais ce qu'on appelle un visa run, c'est-à-dire tu sors du pays pendant 24 heures, 48 heures et tu reviens. Ça se fait beaucoup. Il y a beaucoup de gens qui vivent en Thaïlande, à Bali, qui font ça. Donc, ils tapent des allers-retours à Singapour, à Kuala Lumpur, et ils reviennent. Voilà. Mais moi, je voulais pas faire ça. Déjà, parce que ça me fait un peu chier de sortir juste pour des raisons administratives. Et en plus, d'un point de vue empreinte carbone, ça m'embête un peu de faire un aller-retour en avion juste pour une très petite durée. Du coup, bah, j'ai regardé les visas qui me permettaient de rester plus longtemps. Donc ça s'anticipe. Et après, quand on est freelance, enfin, il y a des moments pour partir, quoi. Tu pars pas non plus n'importe quand. Si tu as des gros projets, si tu es à fond, tu sais que ça te prend forcément une charge mentale parce que on peut dire ce qu'on veut, mais partir, quitter un peu sa zone de confort, réfléchir à bah, où est-ce qu'on va loger, comment on va tous les besoins primaires, hein, comment on va s'alimenter, comment on va s'organiser pour tout ça, comment on va se déplacer, est-ce qu'on va avoir un endroit confortable pour bosser, toutes ces genres de choses, bah ça prend de la charge mentale et ça s'organise. Donc je conseille de partir plutôt quand on est dans une période où c'est plus calme et évidemment bah, prévenir les clients aussi avant de partir pour plus de transparence. Ok, donc il faut s'assurer déjà qu'on ait un passeport à jour avec des visas et quand vous faites vos recherches par exemple de logement ou d'espace peut-être de coworking, assurez-vous aussi d'avoir une bonne connexion Wi-Fi. Je pense que ça aide pour pouvoir travailler justement à distance avec ses clients. C'est ça, ça dépend des pays. Il y a des pays où, enfin, c'est pareil. Moi aussi, là, je suis pas parti sur des destinations trop compliquées en termes de connexion Wi-Fi. À part en Australie, quand je traversais le désert en van, ça c'était un peu plus compliqué. Mais heureusement, je savais que j'étais à une période plus calme et j'avais pris un espèce on appelle ça un dongle. En gros, c'est un boîtier qui te permet de capter Internet un peu partout. Et ça captait même en plein désert, donc c'était ouf. Donc, je me suis retrouvé à faire des visioconférences avec des clients dans le désert, enfin vraiment perdu dans l'outback australien. Mais il y a des endroits aussi où ça marchait moins bien, donc faut faire attention à ça et quand même anticiper un minimum effectivement le lieu quand on aura une visio de s'assurer d'être dans un lieu qui capte bien quoi. Ouais, ça fait partie concrètement des inconvénients qu'on peut avoir quand on est digital nomade. Et tout à l'heure, tu nous parlais des avantages. Est-ce que tu peux nous en lister quelques-uns des avantages, des inconvénients que toi, t'as pu remarquer avec ton expérience? Les avantages, déjà, bah, tu voyages, quoi. Tu peux voyager, quoi, on va pas se mentir, le climat en France, il est pas toujours ultra joyeux. Là, en ce moment, je sais que vous êtes en plein dans les grèves, dans la réforme des retraites, c'est l'hiver. Enfin bon, je vais pas casser le moral à tous ceux qui, qui écoutent ce podcast, mais bon, il y a quand même un climat. Donc voilà, moi j'aime déjà la météo aussi. Il fait 30 degrés tous les jours. Enfin, tu vois, je peux régulièrement me baigner. Si je veux faire une petite pause, je vais à la piscine à côté. J'ai une piscine dans ma guest house. Le week-end, je peux me faire des petites excursions. Il y a plein de choses à aller visiter. Le week-end dernier, j'étais à Ubud. Là, ce week-end, je vais à Nusa Penida. C'est une île un peu idyllique, pas très loin de Bali. Donc, je prends un bateau. Enfin bref, on fait plein de choses cool quand on est des digital nomades sur notre temps libre. Et puis aussi, on sort de notre zone de confort, on rencontre plein de gens. Il y a le côté, t'es tout le temps un peu dans la découverte, t'es stimulé en fait tous les jours. T'es pas du tout dans une routine, même si tu peux te créer une routine, on en parlera. Mais en gros, tu tu fais des nouvelles rencontres toutes les semaines. Donc pour moi, il y a rien de mieux pour l'ouverture d'esprit, l'ouverture aussi sur le monde. Tu rencontres des nouvelles cultures. La culture à Bali, les Balinais, c'est pas du tout la même chose qu'en France. J'ai fait un post LinkedIn il y a pas longtemps pour dire que j'étais choqué des Balinais qu'ils sourient tout le temps, mais c'est vraiment dans leur nature. Ça se sent que c'est en eux, quoi. Et même quand ça va pas, c'est parce qu'en fait, ils ont pas du tout la même philosophie. Quand tu creuses un peu, ils ont pas du tout le même rapport à la vie, même au temps qui passe, que les Français. Donc ça change complètement. Ils sont hyper dans le côté, ils croient beaucoup au karma aussi par leur religion. Donc c'est un truc ils font attention à faire que des bonnes actions, à être hyper bienveillants avec toi. Donc quoi, toi, quand t'es dans un climat comme ça, bah déjà
ça augmente ton niveau de bonheur, on va dire, parce que t'as tout le temps des gens qui sont là, qui sourient, qui sont serviables. Enfin, c'est vraiment hyper appréciable. Et ouais, les balinés, c'est ouf, hein. Ils ont ce côté aussi, ils savent pas dire non. C'est pas du tout dans leur culture de te dire non. Ça, c'est un peu chiant des fois parce que du coup, le gars, des fois, tu lui demandes un truc, il ose pas te dire qu'il sait pas le faire ou quoi. Enfin, j'ai eu une galère avec mon téléphone. Le mec osait pas me dire qu'il savait pas dire, qu'il savait pas le réparer. Donc, il me disait, oui, oui, c'est possible et tout. J'attends, je sais pas combien de temps, en fait, c'est pas le faire, tu vois. Donc, des trucs comme ça. Mais voilà, globalement, l'ouverture sur le monde, rencontrer des gens et faire des choses cool, quoi, de nouvelles expériences, la météo. Déjà, ça fait pas mal de d'avantages, quoi. J'avoue. Et côté inconvénient, si t'es 100% honnête avec nous, qu'est-ce que t'as remarqué? 100% honnête, 100% honnête sur les inconvénients. Euh, Bah déjà, j'en parlais un peu, mais c'est une charge mentale. Alors, je vais pas du tout faire le mec qui se plaint ou quoi, parce que j'ai une vie qui est cool, j'ai un mode de vie qui me convient, etc. Mais il y a plusieurs choses qui sont quand même des inconvénients dans la vie digital nomade et qu'on parle pas trop. Donc, je suis content aussi d'en parler ici sur ce podcast. Et pour les auditeurs aussi qui envisagent peut-être ce mode de vie ou peut-être qui sont déjà digital nomades, ils vont pouvoir se reconnaître un peu là-dedans. Mais ça te prend quand même du temps, tu vois, notamment sur nos métiers freelance où on crée des choses, copywriter, rédacteur ou autre. On a besoin aussi d'avoir une routine de travail pour pouvoir être plus productif, tout simplement. Et bah, t'as tout le temps beaucoup de d'inconvénients quand tu voyages par rapport à ça. Pour être très concret, je suis arrivé à Bali. Je pensais que j'allais vraiment, au bout d'une semaine, tu vois, être bien, avoir trouvé un peu ma routine. Et ça s'est avéré plus compliqué que prévu. J'ai un peu pris mes 3 semaines, un mois, avant d'être vraiment opérationnel, enfin, opérationnel. On va dire à retrouver mon niveau de productivité que je peux avoir en temps normal. Donc ça m'a fait presque un mois, tu vois, où je trouve que j'étais moins productif et j'étais moins, à fond comme il faudrait dans le taf. Parce qu'en fait, par rapport à l'environnement dans lequel j'étais, tu vois, déjà, il fallait que je trouve un endroit bien pour bosser. Donc, au début, je suis allé dans des cafés. Mais en fait, les cafés, c'est un peu chiant parce que t'es pas toujours bien installé, t'as pas toujours une bonne connexion Wi-Fi, t'as du bruit. Donc après, je suis allé plus dans des espèces de co-living, mais en fait, les co-living, c'est un peu, faut vraiment être focus parce que à côté, t'as des gens qui sont dans une piscine, qui sont avec des cocktails à la main, t'as de la musique, donc t'es là en mode, je suis en vacances ou je suis au taf là. Donc ça, c'est encore autre chose, mais enfin, faut bien réussir à se focus. Après, j'ai testé les coworking, mais les coworking, ça m'allait pas vraiment parce que en fait déjà c'est cher à Bali les coworking et en plus c'était pas forcément proche de chez moi. Donc tu vois déjà le temps de trouver un truc. Aujourd'hui bah en fait ça me va de bosser depuis ma guest house. Je suis plutôt pas mal installé, j'ai une bonne connexion. Donc je bosse principalement depuis ma guest house et de temps en temps je vais à l'espèce de co-living à côté. Mais voilà j'ai trouvé enfin le bon rythme. Mais déjà trouver un rythme. Après au niveau des inconvénients bah qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Il y a le décalage horaire, mais globalement c'est plutôt un avantage, je trouve, parce que c'est juste au niveau de caler des rendez-vous avec les clients, des fois c'est un peu chiant, parce que tu vois, là il y a plus 7 heures par rapport à la France. Donc là, chez moi, il est 16 heures passées. Donc chez toi, il est encore le matin, Marine, normalement. Oui. Et bah tu vois, ça veut dire que pour faire des appels avec la France, bah il faut plutôt prévoir le matin. Pour les Français, enfin pour les gens qui sont en France, entre 8 heures et midi, ça me va bien pour moi. Mais si quelqu'un veut faire un appel en fin de journée, bah moi c'est la nuit. Donc ça c'est aussi un autre inconvénient. Même si j'aime bien le fait d'être, tu vois, de me lever et de savoir que j'ai 7 heures d'avance sur la France. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, le matin, il y a aucun client qui va me parler. Il y a personne, tu vois, même si je dois préparer des posts LinkedIn ou quoi, je sais que je peux les publier à 17 heures et en fait, ce sera encore tôt en France. Donc ça, c'est pas mal. Donc, voilà, au niveau des inconvénients, c'est principalement le réussir à trouver une routine et à se mettre dans le bain, quoi. Donc si je résume bien, finalement, pour pouvoir être digital nomade, on a besoin déjà d'être un minimum organisé pour pouvoir anticiper son voyage, mais aussi d'avoir une bonne capacité d'adaptation et peut-être aussi de résilience
parce que on peut croiser des situations plus ou moins incongrues, comme tu l'as expliqué par exemple avec ton téléphone, et du coup, ça te fait perdre du temps, mine de rien, que tu aurais pu allouer à autre chose. Et tout à l'heure, tu as souligné un point hyper important que je vois pas forcément beaucoup chez les digital nomades que je suis, c'est la différence entre un voyage et des vacances. Comment est-ce que tu fais le distinguo entre les deux? Ouais, bah ça c'est vraiment important et je pense, ça peut vraiment causer la perte des digital nomades. Enfin, la perte, même plutôt des freelances qui sont digital nomades, c'est faire attention à bien distinguer les deux, bien faire la part, parce que forcément, tu es dans un lieu où il y a plein de gens qui sont en vacances déjà autour de toi. Ensuite, t'as des tentations partout. À Bali, franchement, c'est la ville des tentations. Il y a des gens qui sortent tous les soirs. Moi, si je veux, là, enfin, honnêtement, c'est hyper facile de rencontrer des gens. C'est hyper facile de créer des liens parce que on est à l'autre bout du monde. En plus, à Bali, c'est pas comme s'il y avait pas plein de Français partout. Donc, tu vois, c'est hyper facile de nouer des contacts et forcément, après, quand tu as des contacts, tu as des sollicitations, on te propose de sortir, on te propose d'aller boire des verres, d'aller faire des excursions. Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment faire attention parce que t'auras tendance tu vois, quand tu arrives dans un pays, à dire oui un peu parce que tu es là en mode, bon, bah vas-y, je suis digital nomade, c'est pour le kiff, je viens d'arriver dans le pays, j'ai envie de visiter, voilà. Mais moi, je fais hyper attention à ça parce que ça va très vite de tomber un peu dans ce truc de finalement tu travailles beaucoup moins et puis t'as pas les résultats après derrière. Donc, par exemple, j'ai attendu un mois avant de sortir de la ville où j'étais alors qu'il y a plein de choses à faire aux alentours parce que je savais que je voulais vraiment trouver mon rythme. Et il y avait déjà plein de choses à faire dans la ville, mais je voulais pas commencer à regarder ce que je pouvais faire à Bali, dans les îles à côté, les machins, parce que ça allait me prendre de l'espace pour un truc que je savais que j'étais là pour plusieurs mois. Donc j'étais pas en mode à consommer Bali en arrivant pendant 3 semaines, comme on peut le faire si on est un touriste, qu'on a envie de faire un maximum de choses. Mais du coup, l'avantage du digital nomade, c'est que tu es là sur le long terme, donc je peux plus prendre le temps de visiter. Et c'est quelque chose que je conseille de pas trop se presser. Voilà, de savoir qu'on a le temps de visiter, on est là pour plusieurs mois, donc pas forcément aller partout et dire oui à tout sur les sollicitations et sur les voyages. Donc ouais, ça c'est un autre exemple aussi que je peux te dire, c'est que je te parlais des co-living avec les cafés, enfin avec les piscines. Ouais. Bah ça, faut faire attention. Au début, je prenais mon maillot de bain et en fait, je le mettais dans le sac, je taffais un peu et puis vu qu'il fait chaud à Bali, tu te dis bon ben je vais aller dans la piscine, je vais me faire ma pause dans la piscine, voilà, c'est cool. Mais en fait, la piscine quand t'es bien, quand t'es au soleil, quand t'es sur un transat, quand c'est ambiance vacances autour de toi, tu peux vite te retrouver à y aller 20 minutes et au final à y rester 1 heure et demie, tu vois. Donc ça, faut faire gaffe aussi. Donc maintenant, quand je vais dans ce genre d'endroit, je prends plus mon maillot parce que je sais que je suis pas là pour ça. Et si je prends mon maillot, c'est que je sais que ça va pas être une journée ultra productive, ou alors c'est juste que j'y vais pour chiller. Mais par contre, quand j'ai des trucs à faire et que vraiment j'ai envie d'être productif, bah je prends pas mon maillot, ou alors je reste chez moi. Mais tu vois, c'est des petits trucs comme ça, d'arriver à être conscient de que la tentation et que tu peux vite te laisser un peu porter sur le fait d'être loin et d'avoir envie de profiter. Donc ouais, vraiment à réussir à bah voilà, moi je fais toujours mes plans de 90 jours, mes bilans de la semaine, regarder les actions que j'ai fait dans la semaine. Ça c'est des choses que je faisais même en France, mais conserver un peu une certaine discipline par rapport à ça quand même. Ouais, ça demande un certain état d'esprit finalement de pouvoir continuer à développer son business en étant à un autre endroit finalement de la planète. Et justement, je voulais savoir, est-ce que toi, tu as des exemples ou des pratiques que tu fais au quotidien pour justement muscler cet état d'esprit pour pas aller à la première tentation venue? Ouais, bah déjà je te disais voilà, faire des bilans de la semaine, faire des bilans un peu pour savoir ce que tu as mis en place et vraiment ce que si ça a été rentable et si ça t'a permis de d'atteindre ce que tu voulais faire dans la semaine. J'évite quand même de boire de l'alcool en semaine, tu vois. C'est un autre truc. Ça peut m'arriver de prendre une bière ou quoi, mais c'est quelque chose que j'évite. Et pareil, je sors pas tant que ça dans la semaine. J'essaie de, tu vois, pas forcément. Ouais, en fait, j'essaie de sortir que le week-end. Mais voilà, c'est des petites choses que je me fixe dans ma tête et globalement, depuis que je suis là, je les respecte plutôt bien.
Euh, voilà. Après, qu'est-ce que je peux te dire d'autre par rapport à ça? Euh, Après, je me suis mis au sport, là, je vais à la salle de sport depuis que je suis à Bali. Et bah ça aussi, ça te fait une espèce de sortie, mais d'un côté, ça entraîne le côté mindset, tu vois. Le fait, ça t'entraîne pour la discipline et je trouve que c'est plutôt stimulant, mais dans le bon sens, tu vois. Tu sais que tu travailles, que t'es que tu bosses sur le sport aussi pour être en bonne santé, etc. Mais en même temps, t'es pas en train de t'amuser, si tu veux, mais en même temps, c'est une activité qui est cool. Donc ça pour le mindset aussi c'est pas mal. Voilà globalement. Après je pense que j'ai encore du travail sur cet aspect-là, mais bon. Ok, ça marche. Et par rapport à ton business, on va parler de choses vraiment très très concrètes et très très organisationnelles. Mais est-ce que tu as vu une différence fondamentale entre le travail que tu faisais quand tu étais en France et le travail que tu fais bah, un petit peu partout dans le monde et en ce moment à Bali concernant bah, tes clients, le développement de ton activité? Est-ce que tu as vu qu'il y avait des incidences? Globalement j'avais peur moi en partant comme ça en mode digital nomade que quand je dise à des clients ou à des potentiels clients bah, en ce moment je suis là ou ce genre de choses ça ça leur fasse un peu peur ou ils me fassent pas assez confiance pour assurer niveau taf. Et ça, c'est une croyance qui s'est avérée complètement fausse. C'est-à-dire que mes clients, je leur ai dit avant de partir que je partais en Australie. Ils m'ont dit que c'était super, ils étaient hyper contents. J'ai eu une réponse, enfin, j'ai eu un retour hyper positif. Et puis, c'était un peu à la fin du call client, bah, ils me demandaient alors, t'es où en ce moment? Enfin, tu vois, ils étaient un peu contents limite, ils voyageaient un peu à travers moi et c'était pas un truc, que c'était pas du tout un frein pour eux. Et maintenant, je le dis même des fois à des potentiels clients ou même lors de l'appel découverte. Et c'est pas du tout un truc qui est mal pris. En tout cas, je le perçois à chaque fois très bien. Ils sont plutôt assez contents. Et donc, les gens sont maintenant habitués à travailler avec des gens de partout dans le monde et il n'y a pas du tout cette peur-là. Après, au niveau de la qualité de mon travail et de globalement ce que je fais en termes de travail, ça n'a pas trop changé que je sois en France ou ailleurs. Non, je perçois pas trop de différence par rapport à ça. Ok, est-ce que tu dirais que c'est quelque chose qui permet de développer ton business d'une autre façon? Est-ce qu'il y a un impact à ce niveau-là ou pas du tout? C'est une bonne question. Bah, par exemple, là à Bali, il y a énormément d'entrepreneurs. Donc, tu vois, je suis déjà allé à des événements d'entrepreneurs. Ça me fait aussi des contacts pour le réseau. Tu rencontres des gens aussi qui font des business différents. Donc, ça dépend vraiment de l'endroit où tu te trouves. Tu vois, en Australie, par exemple, je rencontrais personne. Enfin, à part des aborigènes ou des Australiens. Il n'y avait pas d'entrepreneur du tout, donc forcément, ça me stimulait pas plus que ça par rapport à ça. Après, à Bali, là, il y a quand même ce côté entrepreneur et du coup, ce qui est quand même confortable, je trouve, parce que tu as quand même énormément de possibilités. Tu vois, tu as des coworking, tu as des événements qui sont organisés. Moi, demain, si je veux louer un studio pour faire une vidéo, pour un podcast, c'est hyper facile. Donc ça, c'est appréciable. Et puis, tu as quand même pas mal de gens qui ont cet état d'esprit digital nomade, entrepreneur. Donc ça, c'est motivant. Je pense que ça dépend vraiment de l'endroit où tu te trouves, si c'est un endroit qui a une communauté digital nomade ou pas. Mais après, il y a peut-être un autre truc aussi, au fait d'être loin de la France. T'es pas forcément dans le même état d'esprit, je pense, parce que t'es pas dans le même environnement. Donc, ça te permet peut-être de publier avec, là je parle en termes de création de contenu, ça te permet peut-être de publier des choses qui sortent un peu de l'ordinaire de ce que tu peux voir en France, ou ça te permet d'être pas dans le même climat, donc pas dans la même vibe, je sais pas trop comment expliquer. C'est une sorte d'ouverture des chakras finalement. Ouais, c'est ça, on va dire ça. Non, je pense que c'est bien pour l'ouverture d'esprit, et même en termes de business, de voyager. Ouais, et d'après ce que je comprends, être digital nomade, ça empêche pas finalement de se créer et d'entretenir un réseau avec des personnes qui finalement bah, te ressemblent. Ouais, c'est ça. Et puis le fait, tu vois, de d'être à l'étranger, quand t'as un autre entrepreneur qui vient dans le même pays, bah tu vois, c'est un peu con, mais
par exemple, il y a plein d'entrepreneurs en France, tu les rencontres pas forcément parce qu'en fait, il y en a tellement que c'est pas un prétexte pour les rencontrer. Alors que si tu as un entrepreneur que tu connais un peu de ton réseau qui vient à Bali ou qui vient en Australie parce que tu y es, bah, tu vas forcément vouloir le rencontrer parce que c'est l'occasion, vous êtes loin, c'est stylé de vous rencontrer dans un autre pays, etc. Et du coup, bah, ça déclenche plus des rencontres. Et moi, il y a plusieurs personnes, j'avais fait un ou deux posts, par exemple, sur LinkedIn, en disant que j'étais à Bali, bah, j'ai plusieurs personnes qui m'ont contacté en privé pour me dire qu'ils arrivaient à telle date à Bali et que ce serait cool qu'on se rencontre. Tu vois, alors que si j'avais dit, bah, je suis à Bordeaux, dans mon café à Bordeaux, peut-être que j'aurais eu moins de sollicitations, je sais pas. Mais en tout cas, ouais, le voyage n'est pas du tout un frein pour rencontrer d'autres entrepreneurs, même au contraire, c'est stimulant de ce point de vue-là. Et dernière question, est-ce que tu aurais des conseils pratico-pratiques pour les personnes justement qui veulent se lancer dans le digital nomadisme? Ouais, bah déjà, je pense, faut pas faire le grand saut direct sur un truc. Tu vois, tu vas pas partir si t'as jamais voyagé. Tu vas pas commencer par partir, je sais pas, aux Philippines, dans un truc bien paumé, ou au Népal, tu vois, dans un village. Enfin, tu peux, mais moi, par exemple, bah là, j'ai pas non plus. Tu vois, j'ai voyagé un peu, mais j'avais pas fait non plus des tonnes de voyages en sortant de ma zone de confort dans la jungle ou j'en sais rien, mais Bali, je sais que c'est assez confort, tu vois. Donc, je choisis quand même des destinations qui sont déjà habituées à recevoir des digital nomades. Donc, je dirais, surtout que dans les premiers voyages, pas aller sur des destinations trop complexes. On va pas multiplier les problèmes, c'est déjà compliqué d'organiser un voyage sur le long terme comme ça. Donc déjà, attention à ça. Il y a des très belles, même en Europe, hein. Si on testait le digital nomadisme, ça peut être aller passer une semaine ou deux à Lisbonne, tu vois, ou en Espagne. Hein. Faut pas, il n'y a pas forcément besoin d'aller à l'autre bout du monde. Et il y en a qui sont digital nomades, ils sont en Europe et il y a des très belles destinations à faire en Europe aussi, même pas cher. Tu vas à Budapest, je crois que c'est une très bonne destination pour les digital nomades et ça coûte pas très cher, tu vois. Exactement. Euh, Et je rajouterais même que pour les plus frileux qui ont jamais voyagé et que ça peut peut-être un peu effrayer, vous pouvez commencer par le faire même en France, enfin là où vous êtes. C'est-à-dire que, par exemple, si vous vivez sur Bordeaux tout au long de l'année, vous pouvez dire, bah, par exemple, je vais partir un mois à Rennes, à Nice ou à Marseille pour pouvoir justement m'entraîner à travailler dans d'autres conditions qui ne sont pas celles de mon quotidien. Carrément, même en France, hein, tu peux aller en Corse, tu auras limite plus de difficultés à trouver que à Bali, tu vois, parce qu'en Corse, ils sont moins d'aménagement pour les entrepreneurs qu'à Bali. Donc, ça peut être c'est pas forcément obligé d'être très loin. Après, en termes de conseils, bah, se renseigner, prendre quelques contacts avant, histoire de pas être tout seul dans le pays, au cas où, on sait jamais. Connaître une ou deux personnes, surtout qui est là depuis plus longtemps que toi, c'est toujours bien. Et puis, prendre un VPN aussi, parce que franchement, c'est en fonction des pays, t'as quand même pas mal de sites ou de logiciels qui sont bloqués. Donc ça, c'est un petit point aussi. Tu peux le prendre sur place, mais un VPN, ça sert toujours en voyage. Voilà, et puis après, bah, si vraiment c'est une envie que vous avez de voyager et que vous avez la possibilité financière et cette envie-là, il faut le tenter, hein. Franchement, c'est des belles expériences, c'est des bons moments à vivre. Donc, let's go, faut y aller. Super, on va finir cet épisode avec cette phrase Let's go, faut y aller. Je pense que si vous avez le goût des paysages divers, que vous êtes appelé finalement par le voyage, peut-être que le digital nomadisme est une solution pour pouvoir associer développement de votre activité et découverte d'endroits et de personnes incroyables. Merci beaucoup pour tout ce que tu as partagé, Victor. Où est-ce qu'on peut te retrouver pour pouvoir suivre déjà tes aventures, tes posts à Bali et peut-être dans une prochaine destination, ou même si on a des questions à te poser sur le digital nomadisme. Eh ben moi, c'est sur LinkedIn, Victor Pelletier. Voilà, vous devrez me trouver facilement normalement. Et puis pour ceux qui s'intéressent au copywriting, j'ai un podcast sur le sujet qui s'appelle Copywriting Game. Donc, je vous invite à aller écouter tout ça. Et bah, merci beaucoup encore, Marine, pour l'invitation.
Avec grand plaisir, les liens seront disponibles dans la description de l'épisode. Je te remercie encore une fois Victor pour tout ce que tu as partagé. Merci à vous qui avez écouté cet épisode jusqu'au bout et on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel épisode invité. Bye! Voilà, cet épisode est maintenant terminé. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite à tous une belle journée, soirée et à très bientôt dans le podcast. Bye! Cet épisode t'a plu? Tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Encore merci pour ton écoute, à très vite.